bonjour à tous. Alors surtout dites pas à vos copains qui sont partis, parce que nous après on va boire du champagne ensemble. Comme on est moins, on aura meilleure part. Non, je blague. Hein. Je voulais au début de mon intervention faire le lien entre la question qui a été posée tout à l'heure sur est-ce que les architectes en gros sont incontournables dans ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu à l'instant, de ce que nous a dit Béatrice. Je pense que, et sans faire d'offense au métier de l'architecte, je pense qu'il y a des compétences qui sont appelées pour manager ce type de dossier, qui sont peut-être des compétences de valeur, j'en dirai quelques mots, sont peut-être des choses que vous apprenez dans vos cursus, mais que d'autres apprennent. Amandine, par exemple, est géographe et elle se débrouille très très bien dans ce dossier. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que vous avez vu la complexité du truc, là. C'est une course d'obstacles incroyable, et ce qui est fou, c'est qu'il y ait des candidats, parce que, a priori, quand on voit la feuille de route, on se dit, on n'y va pas, on va faire autre chose. Mais donc, j'en dirai aussi un mot sur cette feuille de route que j'appelle le cahier des charges, et que nous, à l'agence d'urbanisme, alors bien sûr, moi je ne suis pas architecte, je ne suis pas spécialiste du patrimoine, je suis Pierre Tridon, et j'ai mes valeurs, dont je vous dirai quelques mots. Et moi, j'ai conçu un peu cette aventure, cette démarche de conduite de projet de candidature UNESCO un peu comme un artisan, comme quelqu'un qui fait par exemple un plat de cuisine. Moi, j'aime bien manger, j'aime bien avoir des amis, et donc je me fais un plaisir de faire des courses, je me fais un plaisir de faire la popote, je me fais un plaisir de faire la table, je me fais un plaisir d'accompagner. Et je pense que le dossier de candidature, c'est un peu ça, quoi. D'abord, il faut avoir du plaisir, donc ça c'est aussi, bon, j'espère que quand vous êtes architecte, vous avez du plaisir, donc ça c'est une valeur indispensable pour conduire ce type de dossier. Ce matin, on a beaucoup parlé de la valeur universelle exceptionnelle. Moi, j'ai des valeurs, et j'en ai une, c'est que je fais confiance aux autres, à mes voisins. J'essaie de m'entourer de gens que j'aime, et parce que je pense que tout seul, je ne sais rien faire, et que la valeur de l'homme, elle est quand même indispensable, et que tous ces dossiers qu'on a vus, tous les techniciens qui peuvent monter des dossiers, s'il n'y a pas à un moment donné de l'émotion, s'il n'y a pas à un moment donné du militantisme, je regarde Michel Prats qui m'a appris aussi beaucoup de choses comme ça, qui me les a transmises, si on n'a pas cet engagement personnel sur une cause, comme celle-ci ou une autre, je pense qu'on passe à côté de la plaque. Donc moi, ce que j'aurais voulu dire à vous, jeunes étudiants ou moins jeunes, c'est que, quelle que soit l'affaire que vous engagez, il faut avoir cette valeur, il faut avoir les tripes au bout du crayon, et puis faire sa route, et puis on apprend chacun à faire sa route. Nous, il y a 8 ans, dossier UNESCO, on ne savait pas ce que c'était. Et on a appris en marchant, c'est pour ça que je dis qu'on était un peu des artisans. Je pense que aussi dans ce type de projet, parce que le titre c'était aussi comment construire une candidature, je pense que avant de construire une candidature, il faut déjà construire un terreau. Il faut faire ensemble que le projet puisse marcher, celui-ci ou un autre. Nous, on travaille à Reims, on travaille avec des élus qui ont leur façon de penser, leur façon de faire, et on ne passe pas un dossier comme ça en disant, en appuyant sur un bouton. Non, il faut une appropriation. Donc déjà, il faut comprendre que vous êtes le spécialiste, l'ABF, bon, très bien. L'autre, il a d'autres préoccupations. Il y a les élections, il y a des choses politiques, ça a été dit. Et c'est évident, la question politique, elle est majeure. Et que donc l'élu ou le technicien ou le chef, s'il ne comprend pas son intérêt à aller dans le truc, il ne va pas y aller. Donc la question, c'est aussi il faut être quelque part des porteurs de ce que j'appelle des porteurs de messages, des porteurs de valeurs. Et nous, dans les agences d'urbanisme, par exemple, une des valeurs que nous avons, c'est l'aspect un peu, on partage, on mutualise. On n'est pas propriétaire des trucs que l'on fait. Nous, dossier UNESCO, on l'a fait avec d'autres, Amandine vous en parlera, mais on était les gens de l'ombre, et pourtant on l'a fait, on était les Sherpas du dossier. Et donc je pense que cette valeur du transfert de messages, du transfert de propriété de l'idée, elle est essentielle. Et moi, c'est peut-être une remarque que je ferai à vous, architecte des bâtiments de France, parce que j'en ai fréquenté quelques-uns. Il n'y a rien de pire que de rester dans sa chapelle, quoi. Il faut aller dans la chapelle de l'autre.
pour comprendre ce qu'il veut et après peut-être apporter son message adapté au bon moment. Et puis il y a une autre chose qui a été, alors Béatrice l'a dite ce matin, et ça tout à l'heure, pardon, et j'ai bien apprécié, c'est la seule elle a parlé de communication et elle a parlé de politique. Et je pense que nous, dans une agence d'urbanisme, si vous voulez, on est une sorte de maillon entre les experts, que parfois nous sommes, entre les élus qui sont politiques, et puis le politique, il est politique parce qu'il y a des votes et que le grand public vote pour le politique. Et que donc nous, on est une sorte de maillon pédagogique. La pédagogie, c'est de faire comprendre à un élu que ce qu'on va lui montrer, c'est pas que c'est réglementaire ou que c'est machin, non, c'est que ça touche les gens. Et donc il y a tout un discours à travailler pour faire passer ces messages. Et donc ça, c'est le côté, je dirais, un peu le maillon que nous avons dans les agences. Et Amandine vous montrera tout à l'heure toutes les choses qu'ils ont faites sur ce dossier UNESCO. Il y avait le hard, qu'on a vu tout à l'heure, les I, le 1, le 4, le 3, machin, bon, très bien, avec des gens très spécialistes qui ont écrit des choses, très bien. Et puis à un moment donné, il fallait que ce message, la presse le comprenne. Alors on comprend UNESCO, mais qu'est-ce qu'il y avait dans les tripes de ce dossier? Ça, c'était... Et donc ça, c'est aussi de la com, c'est de la relation, c'est du lobbying. Et le président Cheval, le président de l'association des paysages de Champagne, qui tire ce dossier en est bien conscient. Et puis, l'autre chose que je voulais dire en préalable, et Olivier Poisson en a parlé ce matin, il l'a dit à 3 reprises, il a parlé de la narration. Et ça, je pense que c'est très important. Je pense que c'est très important de raconter une histoire, de dire voilà, on est là et voilà où on veut aller. Et d'ailleurs, dans le dossier, il y a 2 ans, j'ai proposé à l'équipe de Paysage Champagne de faire une petite BD, une petite bande dessinée à la façon Tintin, parce que bon, bien sûr, je suis un fils de Tintin, et je suis Charlie aussi, mais Tintin. Et c'est de raconter l'histoire, parce que c'est vrai que souvent on dit un dessin c'est mieux qu'un grand discours. Et sous l'équipe municipale précédente, avec Adeline Nazan, j'avais proposé, parce qu'il y avait un projet qui s'appelait Reims 2020, j'avais proposé de faire une BD, et on avait même l'accord de Casterman, et c'était pour raconter la ville telle qu'on la voit, parce que la ville ou l'espace naturel, c'est des espaces vécus, mais on a chacun, Olivier Poisson le disait ce matin, on a chacun notre relation au territoire. Et donc, l'histoire de raconter est très importante. On vous emmène quelque part. Voilà, le dossier UNESCO, ça va vous amener quelque part, et dedans, vous aurez un engagement dans lequel vous aurez un rôle. Et je pense que ça, c'est très important. Et puis, en dernier lieu, bien sûr, c'est aussi l'idée de la prospective. C'est où est-ce qu'on va, vers quel univers on va. Donc, tu me dis si je suis trop bavard. J'ai fait quelques petites notes. Je voulais dire aussi reparler du projet, parce que sur l'affiche, c'est marqué, bon, moi j'avais retenu que attends, je suis pas encore là, de montrer que c'est le projet de développement du territoire. Moi, je pense qu'il faut faire de l'endogène, c'est-à-dire qu'il faut être sincère sur le projet qu'on décrit. Souvent, nous, dans des territoires, on fait appel à des architectes qui vous redessinent la ville et tout, mais la ville, elle s'est faite tellement lentement et tout qu'il faut, c'est ma conviction, construire sur ces bases et être local. Il faut bien sûr avoir un peu une vision prospective, c'est voir loin, c'est effectivement ma ville de Reims, par exemple, comment je vais en parler, quelle histoire je vais parler. Hein. Et puis, il y a toujours, je pense, dans ces affaires d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de candidature, il y a la question de l'identité. Et quelle identité on partage, et ça c'est très important. Et bien sûr, derrière, il y a le plus petit dénominateur commun, donc tout le monde s'en fout. Et puis la question, c'est de trouver l'identité qui touche, hein, l'identité, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc sur cette deuxième diapo, l'opportunité, je voulais la décliner en 3 choses. Je vais le répéter souvent de fois lors de mon exposé. Je suis directeur de l'agence d'urbanisme. Aujourd'hui, il y a un conseil d'administration de la cité ici. Là. À Reims, c'est pareil. Donc nous, on a le pouvoir politique, on a les ressources financières, donc le pognon. On a des équipes à faire travailler, et puis ce qu'on fait, on le fait pour les élus, pour le public. Et que donc c'est une maïotique un peu schizophrène, un peu compliquée, et que quand on a vu passer ce dossier à Reims, hein,
pour moi, c'était une opportunité de développer l'agence. Donc j'ai trouvé un intérêt personnel à faire rentrer ce dossier dans le magasin. Il y avait Amandine qui était stagiaire. Je me suis dit, la petite Amandine, je vais la coller là-dessus. Au début, ça va pas manger de pain, on verra. Et puis, elle a maintenant totale autonomie sur ce dossier. Quand j'ai vu passer ce dossier à l'agence, je me suis dit, c'est une opportunité énorme pour la ville de Reims, et j'en parlerai tout à l'heure, sur les questions patrimoniales. Je me suis dit que c'était une opportunité aussi parce que je suis à Reims, mais je suis parisien, mais j'ai travaillé à Aix-en-Provence avec Michel Prats et puis à Dijon, dans des villes avec de fort patrimoine. Et quand j'arrive à Reims, j'étais un peu effaré. Et par la taille des villes, des petites tailles, et puis patrimoine pas tout à fait top. Et on parlait déjà de la métropole, du G3, Châlons et Pernay. Je me suis dit, il n'y a rien de plus beau que ce dossier qui peut réunir ces trois villes et leur donner un peu du sens. Et puis enfin, l'autre opportunité, c'est que si vous connaissez Reims, Reims c'est une ville où on a de l'art déco, et qu'en fait, au début, on faisait des petites balades urbaines, et puis on a eu l'idée de faire des balades urbaines autour du patrimoine HLM, parce qu'on a 3 organismes HLM qui sont assez bons, et donc on a des trucs assez étonnants. On a de l'architecture métallique, bon, l'architecture HQ, bon, que tout le monde a, mais l'idée, c'était de faire du tourisme du grand public, enfin du public spécialisé autour de moi. Alors là, c'est la photo qui tue. Quand Amandine montre ça, je dis, bah donc vous êtes vache, hein, parce que commencer à un exposé avec une photo comme ça, et puis voilà l'explication que je vous donne. Alors cette photo, c'est Reims, sortie de la Première Guerre mondiale. On dit qu'il y avait 60 à 80% de maisons qui avaient un toit, donc tout était en ruine. Reims est bien sûr reconstruit. Et Reims est à l'est de Paris, je ne vous apprends rien. Et c'était, quelque sorte, terre d'invasion. Et donc, il y a eu au moins trois grands conflits presque mondiaux, enfin oui, sur ce territoire. Et que Reims était le bouclier de Paris. Hein. Il y avait les réserves d'eau dans le lac d'Orient, et puis Reims était la place forte qu'il fallait défendre pour empêcher l'ennemi d'avancer. Et que tout ça fait un territoire assez étonnant, parce que, moi c'est mon analyse, hein, quand je suis arrivé il y a 20 ans à Reims, j'étais vraiment catastrophé de la façon dont les espaces publics, dont les façades des immeubles n'étaient pas entretenus, pas de secteur sauvegardé, très peu de patrimoine protégé, enfin si, le patrimoine classique, les 500 mètres, mais pas de choses fines, disons. Et donc je me suis rendu compte que même dans les maisons de champagne, même dans le vignoble du Champagne, je venais de Dijon, où les Bourguignons sont très ouverts, très accueillants, bon. Et en Champagne, on vit caché. On pousse la porte, il y a des merveilles, mais alors l'extérieur, on ne veut pas attirer. Il n'y a rien chez nous. Passer, il n'y a rien à voir. Et donc, du coup, ça fait une région, enfin, la Champagne-Ardenne. Dans les Ardennes, dans l'Aube et dans la Marne, il n'y a pas de CAUE. Il n'y a pas besoin. Il n'y a que Haute-Marne où il y avait un CAUE. L'architecte de la ville de Reims, il y avait un architecte qui est décédé il y a 2 ans, Olivier Rigaud, que certains peut-être d'entre vous connaissent. Donc une sensibilité à la qualité patrimoniale, zéro. Moi, quand je suis arrivé, je suis allé voir le maire, il m'a regardé, il m'a dit que, voilà, le président du conseil général, pareil. Aucun intérêt. Le sujet de la mise en valeur, aucun intérêt. En même temps, il y a eu une prise de conscience dans ce contexte, c'est le tramway que Jean-Louis Schneider, alors un homme politique qui voit le tramway, il l'a voulu, il a fait que ça, mais ça il l'a fait, et qu'il a vendu le tramway, et nous à l'agence on était associés à cette idée, c'est qu'on a vendu le tramway non pas sur le tramway, mais on a vendu le tramway sur l'idée que ça allait requalifier l'espace public. Et que donc, du coup, on faisait des montages, machin, en montrant les mamans avec les poussettes, les enfants en pâte à roulettes, les terrasses des cafés et tout. Donc, c'était vraiment du concept, donc de l'image, donc de l'histoire. Le TGV qui était arrivé avant, donc du coup, Reims à 30 minutes de Paris, à 30 minutes de Roissy, pardon, à 45 minutes de Paris. Donc, du coup, une prise de conscience qu'on est
aux franges de Paris, enfin qu'on est à Paris. Bon, il y a même un de mes collègues, Yves Reims, qui disait que Reims était le 21e arrondissement de Paris. Donc tout ça fait qu'il y a des prises de conscience qui se développent au travers du projet urbain de Reims 2020 avec, et qu'il y avait d'ailleurs aussi classement de la cathédrale, du Palais du Thau et de Saint-Rémy au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que site unique. Donc voilà ce que je voulais dire, et que bien sûr, l'histoire de cette genèse de candidature, elle permet également d'ouvrir les réseaux au travers d'un ensemble d'acteurs, et je voudrais signaler juste deux choses. Je pense qu'Amandine en parlera. Le milieu professionnel du champagne, le CIVC, c'est deux mondes, les petits vignerons et les maisons de champagne, qui se sont, entre guillemets, mariés, ils ont scellé un destin sur la question du prix du raisin, et pour faire avancer ensemble, parce qu'avant c'était les riches qui achetaient le raisin aux pauvres, en gros je fais court, et que ça a créé une sorte de mutualisme, d'une part. D'autre part, on a à Reims aussi également, compte tenu de l'histoire de ces photos que je vous montre, une reconstruction assez forte des organismes logeurs qui étaient souvent issus des mouvements catholiques et patronales. Et donc on a eu une reconstruction forte à Reims avec beaucoup d'inventivité, il y a eu des cités-jardins, donc il y a vraiment un lien, le lien social qu'on ne voit pas, mais qui est dans l'histoire. Et puis enfin, le dernier lien que je trouve très intéressant, c'est le mouvement agricole. Le FDSEA de la Marne était un des premiers syndicats agricoles, et ils ont une capacité, une volonté à défendre leur territoire et à s'écouter, à être solidaires entre les grands et les petits qui est énorme. Donc on a là des valeurs qui sont un peu invisibles, mais qui sont dans les racines. Alors, pour la jeunesse du projet, il y a deux idées là qui vous sont présentées. La région en perte de vitesse. Bon, c'est vrai, Champagne-Ardenne, c'est une petite région. On a souvent dit que c'était la seule région qui perdait des habitants. C'est 1,5 million d'habitants. Reims, c'est la plus grande ville avec 200 000 habitants. Et effectivement, on est en perte de vitesse, ou plutôt, on est en croissance faible. Bon. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on est proche de Paris, dans le bassin parisien. D'ailleurs, Reims faisait partie de l'association des villes du bassin parisien, parce que justement, une identité à trouver difficilement dans le Grand Est et dans le bassin parisien. Et puis en même temps, on peut dire aussi que contrairement à d'autres pays, comme on a vu le Nord, le bassin minier, comme on peut voir la Lorraine, il n'y a pas eu à Reims de graves crises économiques. Alors je suis persuadé, si je vous demande à tous où est Reims au niveau de la fiscalité, vous imaginez peut-être certainement quelque chose un peu en milieu de panier, en moyen de panier. Or pas du tout, c'est une ville d'ouvriers, une ville pas de cadre moyen, de gens il y a la moitié des gens qui ne payent pas d'impôts à Reims. Bon, voilà. Et donc on a, sur 200 000 habitants, il y a un quartier, Croix-Rouge, qui fait 25 000 habitants. Donc c'est pas forcément une ville riche, la richesse elle est ailleurs, elle est dans le vignoble. Et donc justement, il y a cette question du vignoble et de la prégnance de l'industrie du vin de Champagne. On a également un pôle international de l'agro-industrie. J'avais noté, le Champagne, c'est 400 millions de production de bouteilles, 4 milliards de chiffre d'affaires. Et là, du coup, on sent qu'il y a une force, il y en a d'autres, mais il y a celle-ci, mais que cette force, elle n'est pas visible localement, pour la simple et bonne raison que, bien sûr, ce n'est pas les 1,5 million de champenois ou les 200 000 rémois qui se picolent les 400 millions de bouteilles. Il y a la moitié des 400 millions qui vont à l'étranger. Donc la clientèle des maisons de champagne, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Angleterre, bien sûr. Et puis c'est aussi, bien sûr, le reste de la France. Donc on a, de cette situation du début de la candidature, on va dire, une espèce d'externalisation. Le champagne est une image de marque, est un produit qui est connu, reconnu au niveau international, mais dans lequel il y a très peu de liens au niveau local, si ce n'est les maisons de champagne. Et donc, pour en venir à la candidature à l'initiative de l'interprofession, on a bien une initiative
de l'interprofession, le CIVC, dont je vous ai dit un mot tout à l'heure. Pour la petite histoire, et j'aime bien le rappeler, c'est que pourquoi l'agence d'urbanisme de Reims, elle est au cœur de ce dossier, c'est que il semble qu'un jour, Jean-Paul Bachy, président de la région Champagne-Ardenne, ait rencontré son homologue d'Île-de-France, Jean Pauluchon, et qu'ils aient évoqué cette opportunité de dossier. Tous les deux ne savaient pas ce que c'était. Donc, ils ont mandaté un des collègues, Pierre-Marie Tricot, qui était à l'agence d'urbanisme de l'Île-de-France, à l'URIF, et le directeur m'a appelé en disant « Pierre, on aurait besoin d'une plateforme là, pour atterrir de temps en temps. Est-ce que tu accepterais qu'on l'agence d'urbanisme de Reims nous reçoivent ?» Et donc, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Je le dis parce que les réseaux professionnels et les copains, c'est très important dans le métier, dans l'évolution. Et donc, moi, je dis même à mes enfants, tu peux te fâcher avec ton père, mais ne te fâche pas avec tes amis, parce que c'est très, très, très précieux. Oui, ce que je voulais dire, c'est que cette candidature, elle a permis, je le disais tout à l'heure sur la production de champagne, elle a permis de révéler le lien entre le produit et le local. Et c'est tout le sens de la candidature, et c'est vrai que, et moi je remercie tous les experts qui sont penchés sur le berceau de notre dossier, parce qu'au départ on était parti bien en tête sur le paysage, et on est revenu sur des choses beaucoup plus fines, beaucoup plus économiques, sociales, humaines, et de l'ordre de la communication. Cette diapo, je voulais vous la montrer, c'est comme ça que je voulais la commenter. Vous avez sur la même photo Bruno Bourbrock, l'homme à la cravate rose, Adeline Hazan, l'ancienne élue socialiste de Reims. En rouge, le jeune homme, là, c'est Pierre Cheval. Et à côté, c'est Franck Leroy, le maire d'Épernay. Et puis la dame en blanc, avec la chose blanche, elle présente Bachy. Et tout le reste, c'est le milieu professionnel. Réunir ces 4 personnes, je ne sais pas s'il faut être architecte ou pas, mais c'est du boulot. Et si vous ne le faites pas, vous arriverez, on ne sait pas. Donc ça veut dire que dans cette candidature, il faut aller aussi auprès des gens, leur faire comprendre qu'ils vont se mettre en photo, qu'ils vont porter un même message, qu'ils vont dire des choses, qu'ils vont être concurrents. Vous savez qu'en général, un élu, il va être la star et puis il n'aime pas avoir de l'ombre d'autres élus. Là, sur un petit territoire, les mettre ensemble alors qu'ils ne se parlaient pas, qu'ils ont des projets totalement différents, cette photo, elle est énorme. Une petite anecdote encore, ce dossier 2008-2007, juste avant les municipales de 2008, comme ça pour dire que la politique ça peut jouer. Quand l'équipe d'Adeline Hazan est venue aux élections, on est venu avec notre petit dossier en disant bon, on a un super truc à vous montrer et tout. J'ai mis 6 mois à comprendre que c'était pas dans leur programme politique. Et on a galéré pour leur faire comprendre qu'il n'avait pas dans le programme et qu'on leur donnait que ça ne coûtait rien. Et il a fallu un subterfuge. Un jour, on était en réunion avec Madame Hazan, et on avait entendu dire que Rebsamen, il était à fond dans le dossier Bourgogne. Adeline Hazan, elle a piqué un phare, et elle a convoqué son DIRCAB, son machin, et du coup, ça a marché. Donc, oui, bien sûr. Mais ça, il faut aussi les identifier. Hein. C'est un peu la dimension... Je voulais dire un mot aussi sur la genèse de ce dossier. Les premières questions qui nous ont été posées, c'est... tout le monde le voulait. Hein. On veut le label. Ouais, mais alors, il y a des contraintes, on va avoir les ABF sur le dos, les sites, les machins. Et il a fallu faire des réunions avec nos amis, avec Gastebois, Raphaël, l'ancien ABF de Reims, les gens de l'ADRA, pour faire des réunions pour dire... expliquons les règles du jeu de la protection par rapport aux biens. Et une des grandes difficultés, c'était les maisons de champagne, notamment les crayères, les caves. C'est-à-dire que là, il y avait un problème de dualité entre le ministère de l'Environnement et de la Culture. Quel type de protection, enfin, c'était pas clair. Et là, du coup, on avait les tétingers, les pommeries sur la table, et il y avait les jaguars dans la cour, et donc on était là à leur parler de la règle des sites et des machins, quoi. Et donc, eux, ils y allaient ou ils y allaient pas. Et donc, il fallait qu'on puisse montrer, eux, ils avaient compris l'intérêt d'y aller, mais ils avaient peur de la contrainte, de la protection, et ça, c'était un moment un peu épique de notre affaire. Je vais aller très rapidement parce que je crois que j'ai dépassé mon temps.
Non, c'est bon. Simplement pour vous dire que l'agence d'urbanisme ou les agences d'urbanisme, elles ont été créées en fait par la loi d'orientation foncière 73, qui instituait les plans d'occupation des sols. Et moi, j'aime bien faire le lien avec Edgar Pisani, parce que Edgar Pisani a été ministre de l'Agriculture. C'est lui qui a mis en place les SAFER, et c'est lui qui était secrétaire d'État à l'urbanisme à l'époque. Il n'a pas été jusqu'au bout de la loi LOF, parce qu'il avait un désaccord, mais bon. Donc on voit bien que l'agriculture et l'urbanisme ont des liens, et qu'on a essayé de réglementer, enfin on a réglementé depuis 40 ans, on essaie de réglementer l'urbanisme pour protéger les territoires et toute l'aventure que j'ai pu faire aux côtés de Michel Prats sur, après la décentralisation, sur comment tenir le territoire. L'agence d'urbanisme de Reims, elle était fondée par Jean Tétinger, qui était le maire de Reims, qui était ministre d'État, qui, à l'époque, en 1974, ils ont fait l'autoroute A4 dans Reims, ils ont coupé la ville en deux, ils ont fait des ponts, bon, tout se passait bien. Aujourd'hui, on ferait bien sûr plus ça. Et l'agence d'urbanisme a accompagné tous ces grands projets, le TGV, la gestion de l'urbain rural, et surtout, c'est que ce que l'on fait à l'agence, c'est un peu ce que je disais, on est dans la gouvernance. Quand on a un conseil d'administration, nous on a le maire de Reims, Arnaud Robinet, on a la présidente de Reims Métropole, Catherine Vautrin, on a Pierre Cheval, et donc du coup, on discute un peu entre guillemets entre potes, quoi. C'est-à-dire que c'est l'ambiance de l'agence qui permet d'avoir des relations un peu d'affinité directe. Et après, bien sûr, chacun reprend sa casquette. Oui, bon, l'agence, on a une des premières missions, c'est la planification, hein, je l'ai dit tout à l'heure, les SCOT, les postes. Aujourd'hui, on est en pleine révision du schéma directeur sur à peu près 140 communes, où il nous faut mettre les PLU et le SCOT en conformité aux lois de Grenelle, Grenellien. Donc il y a toute une procédure. C'est très difficile de faire comprendre aux élus qu'il doit avoir des documents peut-être un peu contraignants, notamment nos nouveaux textes indiquent qu'il faut maîtriser la consommation foncière. On a à Reims, dans tous les PLU et le SCOT, 4000 hectares de terres qui pourraient être urbanisées. Or, on n'en consomme que 30 hectares à l'an. Donc on essaye de faire passer le message aux élus en disant on essaye de faire des phasages, on essaye de faire des priorités. On voit bien que la largesse de l'espace disponible n'est pas forcément un facteur de développement, et donc il vaut mieux parfois être un peu contraint, qui permet de spécialiser des territoires plutôt que d'avoir trop d'espace. Capitaliser la connaissance, bon, ça c'est quelque chose qui m'apparaît très important, parce que tout ce que l'on peut faire en termes de connaissances, on produit des petits documents type chiffres clés, des indicateurs, et tous ces documents sont utiles, ont été utiles notamment pour ce dossier, mais bien sûr pour d'autres dossiers. Accompagner, animer les débats, c'est un peu ce que j'ai dit depuis le début, et je me répète, porter des concepts, c'est l'idée que l'on a, ou qu'on se fait des choses, hein, patrimoniales, respecter, je sais pas quoi, les entrées de ville, c'est des concepts qu'il faut faire partager, quoi. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément dans la priorité des gens quand ils se lèvent en fonction de leur responsabilité. Et les expertises, c'est un peu ce côté un peu incubateur. Le dossier UNESCO, c'est vraiment un exemple. Il y a 8 ans, on n'en parlait pas du tout, quoi. On ne frappait pas à la porte, le train passait, on n'y était pas. On a porté avec plus ou moins de bonheur des dossiers. Bon, moi, je suis assez branché sur les questions métropolitaines. Donc là, c'est pareil, c'est de faire comprendre aux maires de Rethel, aux maires de Laon, aux maires de Châlons qu'ils n'ont pas de lisibilité, qu'il faut être ensemble.
ensemble par rapport demain à la grande région Grand Est, le Grand Paris qui déménage depuis 5-6 ans. Donc faire comprendre à ces élus qu'il faut qu'ils arrêtent de regarder à leur clocher, mais qu'ils aient une vision prospective ensemble sur ce territoire. Alors là, c'est facile de le dire, c'est pas facile de le faire. Et puis l'avant-dernière diapo que je voulais vous montrer, l'incubateur. Moi, j'aime bien. Je vais vous dire passer 3 messages là sur cette diapo. Je vous laisse lire ce qui est écrit. Un truc, c'est Confucius. Il dit c'est pas la réponse qui m'intéresse, mais c'est pourquoi tu me poses la question. Et je pense que dans ce dossier UNESCO, comme dans d'autres, dans notre pratique, on a malheureusement trop souvent la réponse immédiate. Et c'est mais pourquoi on se pose ça? Pourquoi on veut aller à cette candidature? Et de ramener chacun à cet argument amène, à mon avis, à davantage partager les motifs de l'action, parce qu'autrement, si vous apportez une réponse, on se dit bon, c'est bon, ils ont la réponse, on la prend, et puis le jour où on n'en veut plus, alors que si on se repose la question de la pertinence, c'est très intéressant. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que, et on l'a bien vu tout à l'heure ce matin, ou tout à l'heure aussi, sur ce qu'on a appelé les orientations, moi ce que j'appelle la commande et le cahier des charges. Souvent, on passe pas suffisamment de temps pour définir ce qu'on veut faire ensemble. On passe trop de temps à faire le truc et après, on a des retours plus ou moins... alors, moi, je vous donne un truc, c'est le 515 et le 151. 515, c'est 500 les centaines, 10 la dizaine et 5 l'unité. Le 5 de 500... On prépare. On investit, on n'est pas d'accord, on se met d'accord, on passe vraiment du temps en préparation. Le 1, la dizaine, c'est le temps du travail, et le 5, c'est le retour sur investissement. Et malheureusement, souvent et trop souvent, on fait du 151, c'est-à-dire, bon ben d'accord Toto, on fait comme on a dit, hein. Alors toi tu retournes chez toi, tu fais ton dossier, bien machin, et puis tu retournes, ben non c'est pas ça que je veux. Donc on passe, voilà, donc le 515 et 151. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que nous, comme vous, je pense, des valeurs qu'il nous faut pour conduire ces types de dossiers, c'est qu'il faut être hyper réactif, il faut savoir s'adapter. C'est-à-dire qu'on est dans des tempos où on ne peut pas faire toujours la même chose. Ça, c'est chaotique. Je pense que Amandine n'aura de cesse que de vous le dire. Et puis, à un moment donné, faut aller de l'avant. Faut prendre des risques. Et bien sûr, l'histoire d'une métamorphose, c'est... quand on est parti sur cette candidature Paysage Champagne, on est revenu sur la VUE avec un travail méticuleux de reconception totale du dossier. Mais là, on a sur la VUE qu'on a ciblée, qui a été ciblée, elle intégrait vraiment tous les acteurs du Champagne, alors qu'avant, les paysages étaient en gros les collines et puis basta, alors que là, on était, et puis que par ailleurs, l'ensemble du paysage Champagne, c'est pas forcément merveilleux sur les 300 communes qui sont d'appellation contrôlée. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, bien sûr, ça a permis de revenir sur les racines, sur l'histoire et sur une réalité, une sincérité. Souvent, les maisons de champagne, avant, elles étaient sollicitées que pour être financées des choses, être mécènes. Et là, du coup, elles sont ramenées à leur ventre. Elles sont ramenées à leur terre, elles sont ramenées, parce qu'elles s'engagent aussi, bien sûr, à accompagner sur la gestion. Et puis, sur le dernier point, rendre la fierté, ça, je voudrais juste finir en vous disant le souvenir que j'ai je ne sais pas si certains s'en souviennent, de la candidature de Lille aux Jeux Olympiques d'été, je crois que c'était 96, 98, quelque chose comme ça. Il y avait Sydney, il y avait Lyon, il y avait Lille. Et c'était le collègue de Lille, Francis Hampe, qui pilotait en partie ce dossier avec d'autres collègues. Et ils étaient allés à Barcelone, et donc c'est en 93, 94, et ils sont rentrés à Lille et ils ont dit mais il faut qu'on présente un truc à Mauroy parce que nous, on n'a pas de perspective d'avenir à Lille, avec les corons, les machins. Et donc ils se sont dit et pourquoi pas les Olympiques ?
Et donc, ils se sont dit, on va le faire, mais que si on perd, enfin si on n'a pas la candidature, ce qui est très fort pour moi, on aura gagné quelque chose. Et ce quelque chose qu'ils ont gagné, ben justement, c'est la fierté des gens du Nord sur autre chose. Et ça a certainement aussi servi de marchepied à la candidature de l'île capitale culturelle. Donc moi, je pense que l'engagement, être soi dans un dossier en totalité, je pense que c'est important. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à Amandine. Bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler de façon plus précise de la candidature Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Donc peut-être au préalable, vous dire qu'on répond à ces critères un peu plus novateurs des dossiers de candidature, comme l'a évoqué Olivier Poisson ce matin, puisqu'on est paysage culturel, également à connotation très forte du patrimoine industriel, donc un segment qui est encore peu représenté sur la liste du patrimoine mondial, et surtout d'un patrimoine industriel vivant, puisque quand on regarde la candidature du bassin minier, il s'agit d'un patrimoine industriel, mais qui a souffert, qui a connu de grosses crises, et aujourd'hui, on en a un témoignage reliquat, alors qu'en Champagne, on trouve vraiment une industrie en évolution perpétuelle et qui a même une connotation assez innovante sur le plan des techniques, puisqu'on n'est pas un vin tranquille, mais un vin effervescent. Je voulais également rappeler en préalable que nous sommes un bien en série. Contrairement à des candidatures monumentales, on a un périmètre constitué de 14 éléments constitutifs rassemblés dans 3 grandes poches. Mais on n'a pas une superficie si importante que des candidatures comme Val-de-Loire, pour des raisons qu'a évoquées notamment Pierre Tridon, à savoir que l'AOC Champagne, c'est 319 communes sur 5 départements et 3 régions. Et on a une qualité d'état de conservation vraiment très disparate sur ces communes. Et on a fait le choix, dans cette candidature, que de sélectionner vraiment les parties les plus emblématiques et qui ont le meilleur état de conservation, mais également un bon niveau de protection, de type MH, AVAP, site classé, etc. C'était un petit peu stratégique parce qu'on voit aussi que les plans de gestion, on a un petit peu de recul maintenant. On a vu des candidatures passer avec des plans de gestion réalisés. Et le retour des dossiers récents, c'est effectivement, il faut savoir tenir le territoire et pouvoir le gérer derrière. Et donc, on a fait ce choix d'un bien en série, mais restreint, sélectif. Toutefois, les coteaux viticoles qui sont sélectionnés sur ces 14 éléments constitutifs, on les a réintégrés dans une zone d'engagement dans la stratégie de gestion. Je reviendrai sur ce terme à la fin de la présentation. Alors, la candidature Coteaux Maison Cave concourt sur 3 critères, le critère 3, 4 et 6. Le critère 3, c'est l'idée de la tradition vivante. Donc là, c'est la vigne, l'interaction entre l'homme et la nature, mais aussi l'organisation professionnelle, puisqu'en Champagne, c'est une des premières AOC du régime moderne. Donc on s'est très vite organisé pour réglementer à la fois les zones de production de raisins, les zones d'élaboration, et très vite on a constitué une interprofession. La filière s'est organisée avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 40, en ayant cette optique de consciensus, c'est-à-dire qu'on retrouve au sein de cette interprofession, à parité, les vignerons et les négociants. Moi, je dis régulièrement que ça explique aussi le succès du champagne. C'est que chaque décision, elle est issue d'un consensus, elle est partagée, parfois dans la douleur, mais au moins on discute, on échange, avant d'avoir... Enfin, ça change des autres interprofessions. Dans le Bordelais, par exemple, c'est une présidence tournante. Tous les 3 ans, on a un changement de président au sein de l'interprofession, et parfois, ça se fait au détriment d'une famille constituante des interprofessions.
Le critère 4, donc ça, là c'est plutôt sur le témoignage, l'ensemble architectural. En Champagne, ce qui est remarquable, c'est les crayères, c'est les caves, c'est ces bâtiments de représentation qui ont été édifiés par les maisons de Champagne, mais aussi dans les villages viticoles par les maisons vigneronnes. C'est également pour le critère 6, avec cette touche d'immatérialité, puisque le champagne a sens pour le monde. Il évoque la célébration, on le retrouve très présent dans la littérature, dans les arts, et donc c'est pour ça qu'on a voulu intégrer ce critère 6 dans la candidature champenoise. Alors c'est important de comprendre également que ce critère 6, c'est ce qui nous sert aussi à nous différencier par rapport à d'autres vignobles déjà inscrits sur la liste. Il n'y a pas encore de vignoble avec un critère 6 et il n'y a pas non plus de vignoble avec un caractère si poussé dans le patrimoine industriel. Je vais aussi vous faire un point sur le calendrier. Donc nous avons survécu à la procédure UNESCO. Vous voyez, on a passé toutes les étapes et on en est aujourd'hui à attendre l'évaluation d'ICOMOS. Donc on aura certainement début mai et on passera devant le comité donc cet été à Bonn en Allemagne. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'on n'en sait rien et qu'on attend. Voilà. La Champagne, c'est aussi une dualité. Moi, j'aime bien la présenter comme ça. C'est un terroir, un vignoble, mais avec un fort potentiel industriel. Et cette petite photo à gauche illustre bien ce concept. Ce qu'on voit, on se demande, mais qu'est-ce que c'est des ruches? Non, ce n'est pas des ruches, ce sont des essors de caves. Parce que le vignoble, à proximité des communes, et notamment de la commune d'Ailly, qui fait partie des coteaux historiques, on a creusé des caves en dessous pour faire vieillir les vins, puisque la spécificité du champagne, c'est son effervescence, c'est que la deuxième fermentation se passe en cave. Et la cave revêt donc un caractère primordial pour le vignoble champenois. Et donc on voit de manière assez récurrente dans le vignoble champenois des petits essors comme ça qui ponctuent ce paysage agricole. Ensuite, vignerons et négociants, et ça j'évoquais en préambule cette idée, on voit là la maison de la Champagne. Donc ça, c'est les locaux de l'interprofession qui illustrent cette interprofession innovante. Tradition, innovation. Le vin, on a souvent cette idée, les Romains, c'est quelque chose d'assez traditionnel, mais en Champagne, c'est tout l'inverse. C'est très très innovant. Et là, on voit la cuverie d'une aubaine pommerie avec des cuves immenses, parfois de plus de 10 mètres, dans des bâtiments anciens construits au XVIIIe. Et sur les photos de gauche, on voit cette concentration. C'est l'avenue de Champagne, avec une coupe d'un bâtiment qui, dès le 19e, représentait toute cette fourmilière, à l'image, par exemple, de ce qu'on a vu ce matin, à Arc-et-Senans. On a chaque partie des domaines qui sont consacrés à une étape, du vieillissement, à la réserve des vins, à l'étiquetage, et à la réception de la clientèle, parce que sur l'avenue de Champagne notamment, on a de très beaux bâtiments qui servaient justement à accueillir la clientèle, puisque le champagne a très vite été exporté dès le XVIIIe siècle. Visible et invisible, c'est ce que j'évoquais. Là, il y a une petite coupe qui illustre bien en fait ces surcreusements dans les coteaux. Et puis ces petites cheminées et ces essors qu'on voit à l'extérieur et qui trahissent l'habitation souterraine. Un critère important aussi, ce sont les crayères de Reims. Et là, on a une photo des crayères Ruinart. Donc en fait, les crayères, ce sont des carrières de craie creusées à l'époque médiévale. Alors on a beaucoup de difficultés à les dater puisque on a des traces, les archéologues régulièrement essaient de dater ces crayères, mais la réutilisation en fait a souvent effacé et rend assez complexes les datations. Alors, notre sujet, c'est explorer les liens de candidature avec un projet de développement durable. Les crayères, c'est un exemple extraordinaire de développement durable, puisqu'aujourd'hui,
toutes les maisons, tous les vignerons font vieillir leur vin dans les caves. Et elles font le choix de réutiliser un patrimoine en place à Reims, les maisons de champagne sur la colline Saint-Nicaise, finalement, avant, on commençait dans le centre-ville de Reims, et puis très vite, le succès du champagne rend les caves du centre-ville trop étroites et vont se délocaliser. Donc on a un premier mouvement de création de zones d'activité avant l'heure et vont réinvestir ces carrières. Alors c'est vrai qu'aux portes de la ville, il y avait beaucoup de carrières de craie qui étaient utilisées pour construire la ville, mais également pour en tirer la chaux, puisque Reims est une ville à tradition drapière, lainière, et on s'en servait comme blanchisseur. C'est l'ancêtre de l'eau de Javel. Et donc on avait ce no man's land, et puis donc des négociants font le pari de racheter ces terrains pour pas cher et créent des galeries de jonction entre ces puits d'extraction pour faire vieillir leur vin. Et donc ça fait maintenant 300 ans qu'ils sont installés là. Et on peut dire aujourd'hui ouf, parce que ça permet de ne pas avoir des bâtiments industriels hors sol avec des climatisations aux portes de la ville. Et c'est vrai qu'en termes de qualité, de patrimoine évolutif vivant, on est vraiment dans le sujet. Guerre et paix, donc les crayères, les caves en Champagne, comme le disait Pierre Tridon, on a quand même été victime sur ces territoires de nombreux conflits, et ces crayères et ces caves ont servi d'abri, pas seulement en cas de bombardement, mais les états-majors étaient installés en souterrain, les écoles, les hôpitaux, et on a encore beaucoup de traces qui témoignent de cette habitation, de ce refuge dans les crayères. Luxe et popularité, pour vous dire que le champagne était le vin des cours et a cette image d'excellence. Mais on a vécu dans le siècle dernier une démocratisation de ce vin effervescent. Tout à l'heure, on parlait de BD, donc on a également eu l'occasion de faire une petite BD sur la valeur universelle exceptionnelle des coteaux, maisons et caves de Champagne, donc à destination des élus, mais aussi des scolaires. Parce que c'est vrai que c'est un concept qui est très, très dur à saisir, déjà pour nous en tant qu'experts, mais encore de façon plus difficile pour des élus ou bien pour des profils d'habitants, des vignerons, puisque le défi de mettre en place un plan de gestion, c'est avant tout de réunir tous les acteurs autour de la table. Et on est passé par cette étape de vulgarisation des concepts assez pointus du patrimoine mondial. Alors, pour établir le plan de gestion, on est parti vraiment de la base. On s'est lancé dès le début de cette initiative qui date de 2007, dans des grandes tournées en Champagne, dans les 319 communes, où on a organisé des ateliers pédagogiques en réunissant les élus et les vignerons. Et au cours de ces ateliers, donc on commençait généralement par les concepts du patrimoine mondial, pourquoi, comment, les contraintes, les efforts à mettre en œuvre, les engagements. Et en fin de session, on leur proposait d'échanger leur rôle. Donc on a organisé ces petits jeux de rôle avec eux, et le maire devait se mettre dans la peau du vigneron et vice-versa. Et ça a été très instructif, puisqu'on a construit véritablement le plan de gestion avec le terrain, avec les élus et les vignerons. Et puis, après cette phase d'atelier pédagogique, on a organisé des grands ateliers thématiques avec toutes les institutions de la région qui avaient à faire dans la gestion d'un bien patrimoine mondial. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais essentiellement les services de l'État en région, DRAC-DREAL, mais aussi l'Union des maisons de Champagne, le syndicat général des vignerons, puisqu'en Champagne, vous l'aurez compris, le socle appartient et est propriété de privés. Donc on a réussi à mettre autour de la table les élus et les vignerons et les négociants.
chose qui est assez rare dans la région, puisque c'est le seul dossier qui réunit, au sein même de l'association, puisqu'il y a une association qui a été créée, l'ensemble de ces acteurs. Généralement, ils travaillent de façon séparée, bien, mais de façon séparée. Et ce dossier, ça a été une véritable opportunité de les réunir et de créer vraiment une véritable synergie autour de la stratégie de gestion, pour un intérêt partagé. Donc, on a mis 8 ans quand même, ça se fait pas en 2 ans, mais on a initié des habitudes. Et aujourd'hui, vraiment, on a des cercles de débat très intéressants. Ça, c'est les acteurs, mais il y a aussi les habitants. Alors, on a commencé à essayer d'avoir des articles assez pédagogiques dans la presse. Et on s'est rapidement aperçu que la presse n'était pas lue et que parfois c'était pas fait de manière délicate. Donc on a on a lancé une campagne de mobilisation. C'est pas nos métiers à la base, mais pour avancer dans cette appropriation du projet, il a fallu vraiment trouver des logos colorés, organiser des événements, pour justement pouvoir discuter avec la population locale. Et au terme de cette campagne, aujourd'hui, on est assez fiers de compter plus de 50 000 ambassadeurs du projet. Ces ambassadeurs, pour la plupart, ont signé un petit bulletin, sont tenus informés des avancées du projet par une newsletter web, et pour certains, sont maintenant acteurs du plan de gestion, c'est-à-dire qu'ils sont relais et qu'ils participent activement à des projets concrets de valorisation du territoire. Effectivement, le plan de gestion, c'est aussi une mise à plat des outils réglementaires nécessaires à garantir la sauvegarde de la VIE. Nous, en particulier, on partait de loin parce qu'on avait quand même un bilan assez déficitaire sur notamment le patrimoine industriel du Champagne, qui n'avait pas du tout été exploré par la DRAC. Et comme c'est des propriétés privées, souvent, c'était pas non plus la priorité des négociants que d'inscrire et que d'avoir l'architecte des bâtiments de France qui venait interférer dans leur projet de développement. Tout le travail, ça a été de faire comprendre aux propriétaires l'intérêt et d'établir des règles. Donc on a massivement contribué à l'inscription de 6 sites en MH. Et puis, cette semaine se réunit la commission des sites supérieure des sites pour inscrire tous les coteaux plantés des coteaux historiques en sites classés, donc au titre du Code de l'environnement. Donc la mesure sera effective dans la fin de l'année puisqu'elle passera au Conseil d'État. Et puis, beaucoup d'efforts dans la mise en place d'AVAP, et notamment une expérience assez remarquable sur une AVAP multicommunale qui réunit 3 communes des coteaux historiques qui ont un patrimoine assez similaire de bourgs viticoles. Et l'idée, c'était d'avoir un même bureau d'études et un même plan et un même règlement pour garder une homogénéité de patrimoine. Et puis, une grosse avancée, puisque Reims est en train de réfléchir assez activement à la mise en place d'un secteur sauvegardé. Le plan de gestion croisé avec cet axe développement durable, dans une candidature de paysage viticole, c'est également se préoccuper de l'environnement et notamment de l'impact de la conduite de la vigne sur le développement durable du territoire. Donc pour ça, on a beaucoup été aidés par les politiques environnementales menées par l'interprofession. Ils sont très actifs dans ces domaines et donc on a, nous, contribué en tant qu'association Paysage du Champagne à accélérer un peu les processus et notamment les prises de décision des présidents de l'interprofession pour aller de l'avant en termes de développement durable. Je passe rapidement sur ces points. En termes d'actions concrètes, dans le plan de gestion, on a développé cette idée de site pilote pour justement démontrer les méthodologies auprès des vignerons
leur montrer comment demain on peut faire mieux, combien ça coûte, quels sont les réseaux locaux, les adresses, les portes d'entrée, pour faire autrement et, entre guillemets, pour avoir des démarches UNESCO compatibles. Donc on a développé 3 sites pilotes, hein, un sur les coteaux, qui est une des grandes enveloppes du dossier, et puis sur des zones plus en périphérie, hein, qui appartiennent à la zone d'engagement, je vous montrerai une carte après, qui se trouve dans l'Aube et dans l'Aisne, puisqu'on avait ce souci aussi d'équilibre dans le dossier de candidature. On a, nous, sélectionné 3 poches dans la Marne. Mais l'AOC Champagne, je le disais tout à l'heure, c'est 5 départements, 3 régions. Donc, dans la stratégie de gestion, on est toujours attentif à privilégier des zones de coopération de proximité sur l'AOC Champagne, pour pas qu'il y ait la Champagne en avance et puis des gens à la traîne, puisque c'est pas dans les codes collectifs champenois. L'interprofession est assez unie, donc on essaie à chaque fois d'embrasser le périmètre de l'AOC Champagne. Donc je vais passer vite, mais pour vous montrer un peu nos sujets vignerons. C'est par exemple la création d'aires de lavage collectif de pulvérisateurs. C'est pas que pour l'aspect environnemental, mais on essaye également de les intégrer au paysage, puisque souvent c'est des stations qui sont construites à proximité des villages et parfois même qui sont repoussées derrière les zones viticoles qu'on voit de loin avec un impact paysager important. Donc on est épaulé en ça avec le parc naturel régional de la montagne de Reims pour intégrer les bâtiments gros volume dans ces secteurs assez ruraux. C'est également la confusion sexuelle, et là on rentre dans des choses assez techniques, mais par exemple cette méthode fonctionne quand elle est mise en place sur tout un coteau. Donc ça veut dire amener 1000 ou 1500 propriétaires des coteaux historiques à le faire sur la même semaine, ensemble, avec les mêmes produits. C'est aussi le développement d'un réseau sur la Champagne, le réseau Magistère, pour bien repérer les stades de maturation de la vigne, pour éviter les traitements trop nombreux, pour les faire au bon moment et les réduire. C'est également l'enherbement des parcelles, puisqu'il y a 10 ans, on mettait les boues des villes avec des plastiques bleus, et aujourd'hui, l'enherbement est obligatoire en Champagne, donc on essaye de militer pour cet enherbement interrang, mais aussi des tournières, puisque l'enherbement est obligatoire, les tournières ne le sont pas, donc nous on essaye d'avoir une politique quand même d'enherbement massif du vignoble. La mise en place aussi de mélanges fleuris, parce que la Champagne, j'ai pas pris beaucoup de visuels, mais la Champagne c'est une mer de vignes, c'est vraiment, ça a été planté dans une idée de maximiser les récoltes avec ce leitmotiv d'innovation. Et donc là, on essaye de réintégrer des codes paysagers de qualité, et donc les mélanges fleuris aux abords des pressoirs, des vendangeoires, des choses toutes simples qui coûtent pas cher et qui peuvent changer parfois des choses. La plantation des haies, mais toutefois en n'ayant pas un discours, il ne faut pas en mettre partout parce que ça peut aussi dénaturer et changer les paysages. Donc dans des endroits bien sentis pour tenir des pentes où il y a des petits cours d'eau, mais pas trop. Aussi, on a un retour du piquet bois en Champagne. En Champagne, tous les piquets sont métalliques et c'est dû à la Première Guerre mondiale, puisqu'après la Première Guerre mondiale, les vignes étaient détruites. Il a fallu replanter et on s'est servi des barres qui tenaient les tranchées pour reconstruire le vignoble. Donc cette introduction du métal dans la vigne champenoise, elle a une histoire et elle est raccord avec la VIE. Mais le piquet bois est maintenant conseillé en rang avec un rosier. Vous avez aussi toute cette problématique de l'hydraulique viticole
avec la constitution de bassins de rétention d'eau. Quand on a des pluies en Champagne, pour éviter que la boue n'arrive dans les villages, on crée des bassins pour réguler l'hydraulique. Mais souvent, c'est des ingénieurs qui sont à la tête de bureaux d'études des hydrauliciens. Et ils parlent en volume, en capacité, mais ils oublient parfois de les intégrer. Et parfois, vraiment, sur certaines communes, on a des dégâts qu'on essaye de réparer. L'enherbement des talus avec des semis-projetés. Et puis des opérations de nettoyage, puisque la vendange en Champagne, elle se fait à la main. Donc c'est plus de 20 000 personnes dans le vignoble qui viennent récolter. Souvent, après, on a donc un peu de déchets dans les vignes et on organise sur les sites pilotes des grandes campagnes de nettoyage avec les vignerons, mais aussi avec les habitants. Et souvent, à cette occasion, on fait des expos, on fait des petits ateliers de sensibilisation pour évoquer le plan de gestion et transmettre le plus possible les bonnes pratiques. Un plan de gestion, c'est également réfléchir au projet de développement de proximité. Donc là, c'est les sujets éoliens. Donc, vous connaissez les SRE, les schémas le schéma régional éolien qu'ont toutes les régions. Et donc, nous, on a réussi dans le plan de gestion à entamer, si inscription il y a cet été, une révision de ce schéma pour définir une zone de proximité qui permettra la non-constructibilité de l'éolien à proximité notamment des coteaux. Non pas qu'on est contre l'éolien, mais ça peut poser des problèmes et la communauté internationale et Ecomos a encore beaucoup de mal avec les éoliennes, donc on prend des précautions. Mais bien sûr, c'est anticiper les impacts touristiques sur ces sites. L'idée d'élargir sur la zone AOC, c'est aussi un moyen de diffuser cette fréquentation et d'anticiper les problèmes liés à des piétinements, puis aussi des usages, parce que certes c'est un site patrimoine mondial, mais on y travaille. C'est pas Disneyland, quoi. On va pas avoir des cars qui vont débarquer en pleine vendange, se stationner dans les villages quand ce sera le moment de rentrer les jus. Ça va poser des problèmes. Et donc on a un groupe qui travaille sur ces questions, une petite commission qui allie à la fois les offices, les CRT, CDT, mais également les personnes qui s'occupent des questions touristiques à l'interprofession pour organiser un maximum et éviter les conflits. Voilà la carte qui vous localise les trois sites, Reims, Coteaux historiques Épernay et le vignoble en violet, et la zone d'engagement donc, qui est en violet assez pâle. Donc je crois que le temps passe, je vais faire très vite. Nous, on aime bien dire que cette zone d'engagement, finalement, c'est une communauté de destin. Et c'est pour ça que ce plan de gestion, on l'a conçu à cette échelle, puisque, comme je le disais tout à l'heure, on a les mêmes règles de conduite du vignoble, de production, qu'on soit dans l'Aisne, dans l'Aube, et que cette reconnaissance internationale, il est important de la partager à l'échelle du bassin de vie. Dirais même plus que bassin de vie. Enfin, là, on est sur le bassin économique de la Champagne. Et j'ai remis enfin les 4 piliers du développement durable pour vous dire que ça a été vraiment le fer de lance de la production du plan de gestion, puisqu'on a 4 axes qui correspondent à ces piliers. Voilà. Simplement, avant de terminer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un dossier de candidature. Voilà. Alors, le nôtre, il est constitué de 4 tomes. Un premier qui est une synthèse en français et en anglais du projet de déclaration de valeur universelle exceptionnelle. Le second qui regroupe tous les chapitres liés à la description et à l'histoire et au développement du site avec le projet de VIE de manière complète, l'analyse comparative. Et puis un tome 3 qui, lui, s'attache à faire le point sur l'état de conservation du site et les stratégies de gestion. Et un tome 4 qui regroupe toutes les annexes. Le dossier en lui-même fait 600 pages.
On l'a voulu, il était assez important, donc on en a fait 3 tomes. Si on met toutes les annexes bout à bout, on arrive à 1300 pages. Donc je vais passer rapidement pour vous montrer. Alors là, la cartographie, sur laquelle il faut être très attentif quand on monte un dossier de candidature, parce qu'après l'inscription, il faut bien savoir ce que le trait recoupe, qui est dedans, qui n'est pas dedans, pour la gestion future, c'est assez important. Les premières armes de Amandine sur ce dossier, c'était quasiment de faire la tournée des 300 communes avec un autre collègue, l'été 2007. Oui. Avec la 4L de service et d'aller dans toutes les communes pour récupérer tous les PLU pour qu'on puisse avoir les... On les a numérisés sur SIG. Voilà, et qu'on fasse l'inventaire de ce qui était protégé ou pas. Ça, c'était le premier boulot. On a des classeurs énormes.